Bonsoir Aélis et bonsoir tous les enfants. L'histoire de ce soir est une histoire spéciale. Elle a été créée pour Aélis. Mais cela n'empêche pas tous les enfants de l'écouter, bien entendu. Elle va débuter cette histoire très bientôt. Mais avant, je voudrais savoir, avez-vous enfilé votre pyjama? Vous êtes-vous brossé les dents? Avez-vous fait de gros câlins à vos parents? Bien, dans ce cas, je vous invite à rejoindre votre lit, à attraper votre doudou et à vous laisser bercer par cette histoire qui commence tout de suite. Ce soir-là, le vent soufflait tout doucement, comme un chuchotement. Dans son lit tout moelleux, Aélis serrait fort sa peluche en forme de tortue. La chambre baignait dans la lumière argentée de la lune et les rideaux dansaient au rythme des vagues au loin. « Bonne nuit, ma petite exploratrice des mers », murmura sa maman en déposant un bisou sur son front. Mais Aélis n'avait pas sommeil. Quelque chose brillait derrière sa fenêtre. Une pluie d'étoiles, de vraies étoiles, qui tombaient lentement du ciel comme des plumes dorées. Tout à coup, une lueur turquoise éclaira le mur. Une immense tortue marine, faite de lumière et d'écume, nageait dans l'air. « Bonjour Aélis » dit-elle d'une voix douce comme une berceuse. « Je suis Luma, la tortue de lune. Veux-tu plonger avec moi dans les rêves de l'océan ?» Le cœur d'Aélis battait très fort. Ses yeux brillaient de surprise et de joie. Oui, je veux venir !» s'écria-t-elle. Alors, la chambre s'effaça peu à peu. Le lit devint une barque. Les murs disparurent. Et une vague douce emporta Aélis et Luma vers le ciel qui devenait un immense océan d'étoiles. Et l'aventure commença. Aélis ouvrit grand les yeux. Elle flottait maintenant au-dessus d'un océan infini où la lune dessinait des chemins de lumière sur les vagues. Accrochée au dos de Luma, la tortue de lune, elle descendait lentement vers la mer. Plouf! La surface fut traversée comme un rideau de velours. Sous l'eau, tout était calme, doux et merveilleux. Des poissons aux nageoires dorées formaient des spirales autour d'eux. Les algues ondulaient comme des rubans et les coraux brillaient comme des pierres précieuses. « C'est encore plus beau que dans mes rêves !» murmura Aélis, les yeux écarquillés. « Bienvenue dans le royaume sous les vagues !» dit Luma avec tendresse. « Ici, les rêves prennent la forme de bulles et les secrets se cachent dans les coquillages. » Un hippocampe tout bleu vint saluer Aélis en faisant des petites pirouettes. « Bonjour petite voyageuse !
Tu veux voir la grotte des échos? Demanda-t-il en riant. Hailey se rit aussi. Son cœur était léger, rempli d'émerveillement. Elle regarda autour d'elle, émerveillée par les jardins d'anémones, les raies qui volaient comme des cerfs-volants et les murmures qui flottaient dans l'eau. Elle chuchota à Luma. « Je ne savais pas qu'un rêve pouvait être si réel. » Et la tortue répondit doucement. « Parce qu'il ne fait que commencer. » Luma glissa doucement entre les piliers de corail jusqu'à une grande ouverture cachée par un rideau d'algues. Derrière, l'eau devenait plus sombre, plus mystérieuse, mais pas effrayante. Elle brillait doucement, comme si des étoiles s'étaient endormies là. « C'est ici !» chuchota Luma. « La grotte des échos !» Hailey entra en retenant son souffle. Des milliers de coquillages tapissaient les murs. À chaque bruit, un écho chantait doucement, comme une voix lointaine. « Hello !» lança Hailey timidement. « L'eau !» répondirent les coquillages. Elle rit, émerveillée. Puis, elle entendit une autre voix, douce et tremblante. « Qui va là ?» Une petite tortue sortit de derrière un rocher. Elle était jeune, avec une carapace craquelée et des yeux brillants d'inquiétude. « Je m'appelle Minoa. Je me suis perdue, » murmura-t-elle. Hailey s'approcha, le cœur serré. « N'aie pas peur, Minoa. On est là pour t'aider. » Luma s'inclina doucement devant la petite tortue. « Viens, petite. Nous allons te ramener chez toi. » Les coquillages chantaient plus fort maintenant, comme pour célébrer cette rencontre. Hailey tendit la main à Minoa et la grotte s'illumina d'une douce lueur rose. « On y va ensemble, d'accord ?» dit-elle avec un sourire. Et Minoa hocha la tête, soulagée. En quittant la grotte, Hailey, Luma et Minoa s'aventurèrent sur un sentier scintillant formé de bulles géantes flottant lentement dans l'eau. Chaque bulle contenait un souvenir, une image, un rire d'enfant, un rêve oublié. « Ce sont les bulles oubliées », murmura Luma. « Elles gardent ce que les cœurs ont mis de côté, mais qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. » Hailey s'arrêta devant une bulle où elle se voyait toute petite, jouant sur la plage avec sa maman. Son cœur se serra de tendresse. « J'avais oublié ce jour-là, » chuchota-t-elle, émue. Plus loin, Minoa découvrit une bulle où elle nageait avec ses frères avant de se perdre. Une larme salée glissa dans ses yeux. « Tu n'es plus seule ?» dit Hailey en la prenant doucement dans ses bras. « On est là maintenant. » Des raies mantas, immenses et majestueuses,
passèrent au-dessus d'eux comme des ailes d'ombre et de lumière. Elles les guidèrent vers une arche formée d'anciens coquillages chantants. Luma s'arrêta. « Ce passage mène au cœur de l'océan, » expliqua-t-elle, « là où les rêves deviennent des promesses. » Minoa leva les yeux, remplis d'espoir. « C'est là que je suis née ?» murmura-t-elle. Aélis serra sa main. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait y trouver, mais elle avait confiance. Ils franchirent l'arche de coquillage et soudain, tout changea. L'eau devint tiède comme un câlin. La lumière vibrait doucement, rose, turquoise et dorée, comme si le soleil et la lune dansaient ensemble. Au cœur de cette immensité paisible flottait une grande perle nacrée, battant lentement comme un cœur. « C'est vivant ?» demanda Aélis, les yeux écarquillés. « Oui !» répondit Luma avec un sourire. « Le cœur de l'océan bat pour tous les êtres qui rêvent, qui espèrent, qui aiment. » Autour de la perle, des tortues marines nageaient en cercle, paisibles et silencieuses. L'une d'elles s'arrêta en voyant Minoa. Elle s'approcha lentement, puis poussa un cri doux, reconnaissable entre mille. « Maman !» cria Minoa en se précipitant dans ses nageoires. La maman tortue pleura de joie. Aélis sentit son propre cœur battre très fort. Elle se retourna vers Luma. « Merci, tu l'as ramenée chez elle. »« C'est toi qui l'as fait, » murmura la tortue de lune. « Ton cœur a éclairé son chemin. » Le cœur de l'océan brilla plus fort. Et une bulle se forma autour d'Aélis. Elle voyait son lit, sa chambre, la lune. « Il est temps de rentrer, ma petite rêveuse, » souffla Luma. « Je reviendrai ?» demanda Aélis, la gorge serrée. « Toujours, si tu écoutes ton cœur. » La bulle remonta doucement vers la surface, bercée par les courants invisibles. Aélis, blottie contre Luma, fermait les yeux. Son cœur battait au rythme de l'eau, de la lune et de tout ce qu'elle avait vécu. La mer s'effaça peu à peu. La chambre d'Aélis réapparut, baignée de lumière bleutée. Son lit redevint lit. Ses murs redevinrent murs. Mais l'air portait encore un parfum de sel et de corail. Luma la posa doucement sur ses draps. « Merci pour ton courage, Aélis. N'oublie jamais, les rêves peuvent montrer le chemin, même quand on est réveillé. » Aélis murmura. « Tu vas me manquer. » La tortue de lune sourit et son corps devint translucide, puis brillant comme une étoile filante. « Ferme les yeux et je reviendrai. » Puis elle disparut, laissant derrière elle un minuscule coquillage posé sur l'oreiller.
Il brillait doucement dans l'obscurité. Le lendemain matin, le soleil entra par la fenêtre. Aïlis se frotta les yeux. Son cœur battait encore comme sous l'eau. Elle regarda son oreiller. Le coquillage était toujours là. Elle sourit. C'était vrai! Et depuis ce jour, chaque soir, Aïlis ferme les yeux en serrant le coquillage contre son cœur, prête à replonger encore et encore dans l'océan des rêves. Stélie avait 6 ans, des yeux malicieux et des boucles qui faisaient ploc-ploc quand elle courait dans le jardin. Elle n'aimait pas les trucs de grande, les habits qui grattent, les règles à table, les « range ta chambre ». Elle, ce qu'elle aimait, c'était les petites bêtes, mais surtout, les fourmis. Elle marchait en rang, plus droite que les grillons. Elle portait des miettes plus grosses qu'elle, et elle ne râlait jamais. Moi, quand je serai grande, j'irai vivre avec les fourmis, déclara Stélie. Tu veux dire dormir sur une feuille? Demanda papa. Et manger des miettes? Ajouta maman. Et creuser dans la terre avec tes ongles? Grogna son grand frère. Stélie haussa les épaules. C'était bien mieux que de faire ses devoirs. Ce soir-là, pendant que tout le monde regardait la télé, Stélie enfila son pull vert, prit sa loupe, un biscuit et... Chut! Direction le potager. Elle s'agenouilla près d'une souche, là où elle avait vu un tunnel. Un minuscule trou noir, tout frémissant. Des fourmis en sortaient en silence. Elle semblait occupée, sérieuse, comme si elle savait tout. Stélie ferma les yeux et chuchota. Prenez-moi avec vous. Je suis pas lourde et je sais partager mes biscuits. Une lumière étrange jaillit de la souche. Le sol vibra, les carottes tremblèrent. Stélie devint toute petite, plus petite qu'un caillou, plus légère qu'une plume. Et là, devant elle, une file entière de fourmis s'arrêta net. Alerte! Cria la première. Une géante qui sent la vanille! Hurla la deuxième. Mais Stélie leva les mains. C'est moi, Stélie. Je viens en amie. Les antennes frémirent et l'aventure venait tout juste de commencer. Bon ben, elle pique pas, dit une fourmi. Elle parle même notre langue, ajouta une autre. Et elle a des biscuits, conclut la dernière. Stélie fut aussitôt entourée d'un petit nuage de pattes, d'antennes et de chuchotis. C'est nous, dit une fourmi dodue. Moi, c'est Général Formidable, commandante du nid de zigzag. En avant! Stélie suivit la troupe par un tunnel qui sentait la mousse et la noisette.
ça grimpait, ça tournait, ça descendait, ça faisait même des loopings. Ria Stélie. C'est mieux qu'un toboggan. Au bout du tunnel, elle découvrit un village minuscule et merveilleux. Des maisons en coquilles de noix, des lampes en lucioles suspendues, un théâtre de pétales, un marché de miettes. « Bienvenue au Nick Zigzag !» dit la générale. « Ici on partage tout, le miel, les corvées, même les pipis de coccinelle. » Stélie éclata de rire. Les fourmis lui montrèrent leur dortoir sous champignons, leur salle de danse dans un pot cassé et même leur garde-manger secret plein de miettes de gâteau au chocolat. Oh, c'est comme une colonie de vacances, s'émerveilla Stélie. Mais au moment de goûter un bout de biscuit géant, un cri retentit. Au secours, le sol coule! Une fourmi arriva, toute trempée. La pluie, elle creuse un trou derrière la racine du vieux haricot. Le nid va être inondé. Panique chez les petites bêtes. On courait dans tous les sens. On glissait sur les vers de terre. On empilait des feuilles comme des boucliers. « On doit évacuer !» cria la générale. « Mais par où ?» Stélie se leva. « Attendez, j'ai une idée !» Toutes les antennes se tournèrent vers elle. « Je vais vous aider. Promis, juré, crachez !» Et cette fois, personne n'a rigolé. « J'ai une idée !» répéta Stélie. « Faut creuser un tunnel jusqu'à la vieille cabane du jardin. C'est sec, il y a des feuilles et un abri en zinc. »« Un tunnel ?» fit la générale formidable. « À travers le vieux sol de vers de terre ?» siffla une fourmi. « Dans la galerie du terrible Bidouzia ?» gémit une autre. Un frisson courut dans toutes les pattes. « C'est qui Bidouzia ?» demanda Stélie. « Un mille-pattes géant. Un vieux ronchon qui garde son trou comme un trésor. Il déteste le bruit. Il déteste les miettes. Il déteste tout. » Mais Stélie fronça les sourcils. « Alors, on n'a qu'à lui demander gentiment. Et s'il dit non, ben, on négociera avec une miette au chocolat. » Les fourmis n'étaient pas convaincues, mais un moustique sauta en l'air. « Moi, viens, je suis Pic-Pic, roi des zigzags. » Un ver de terre rose leva aussi la tête. « Moi, je viens pas. Je suis peureux. Mais je veux pas que vous vous noyiez, alors je viens quand même. Appelez-moi Glu-Glu. » Un papillon multicolore atterrit sur la tête de Stélie. « Et moi, je viens pour décorer. »« Parfait !» dit Stélie. « En avant la brigade des bestioles !» Ils foncèrent vers l'entrée secrète de la galerie de Bidouzia. Ça sentait la boue, le champignon moisi et les crottes de limaces. « Si ça pue, c'est qu'on approche !» chuchota Glu-Glu. Ils creusèrent en chuchotant avec les mandibules, les pattes, les ailes et même les fesses. Mais soudain, un grondement,
Qui a chatouillé mes murs? Un œil énorme apparut dans l'ombre. Fit Pique-Pique. C'est Bidousia! Le clignota, puis 2, puis 8. Une masse gigantesque se hissa hors du noir. 1000 pattes griffues, un dos tout bosselé et une bouche comme un tunnel à balai. Qui a gratté ma boue? Grogna Bidousia. Glu-Glu s'évanouit. Pique-Pique couina. Le papillon se cacha sous son aile. Mais Stelly s'avança, droite comme une brindille. « Bonjour, monsieur Bidousia. On ne veut pas t'embêter. C'est pour sauver le nid zigzag. Il y a la pluie. Il y a les bébés fourmis. Il y a des coccinelles qui mouillent. » Et alors? Moi aussi je mouille, grommela-t-il. Stelly farfouilla dans sa poche et en sortit un bonbon fondu, tout collant. T'aimes le sucre? T'aimes les câlins? T'aimes qu'on t'écoute? Bidousia renifla. Miam! Il goba le bonbon d'un coup, hoqueta, puis sourit. Si, un tout petit sourire qui puait un peu le champignon. Bon, ok, je vous aide. Mais, pas de bruit, pas de miettes et pas de vers qui chantent. Glu-Glu hocha vite la tête, les yeux encore ronds. Alors, Bidousia mit le patte en avant, se mit à creuser. Vzz, grrr, chlouk. La terre volait, les murs tremblaient, le tunnel avançait comme un ver en colère. Stelly, elle, guidait l'équipe. Pique-Pique éclairait le chemin avec ses fesses. Le papillon décorait les murs avec des pétales. Même Glu-Glu se remit à creuser en chantonnant tout bas. Au bout d'un moment, Bidousia s'arrêta. Voilà, le tunnel est creusé. Filez avant que je redevienne grognon. Stelly lui fit un clin d'œil. T'es grognon, mais t'es pas méchant. Et dans le silence, Bidousia lâcha un petit rot de bonheur. La pluie s'abattit sur le potager comme un tambour en colère. « Vite !» hurla la générale formidable. « Tous au tunnel, Bidou !» Les fourmis couraient, sautaient, glissaient. Les œufs à sauver, les vieux à porter, les miettes à emballer. « Pique-Pique, éclaire! Glu-Glu, roule les œufs! Papillon, couvre les bébés avec tes ailes !» Et Stelly, au milieu du bazar, dirigeait comme une chef. Un rang par deux, pas de bousculade, pas les miettes en premier, voyons. Tout le monde avançait dans le tunnel creusé par Bidousia. Ça sentait la boue, mais aussi l'espoir. Soudain, scritch! Une brindille bloque la sortie! Cria Pique-Pique. On est coincé!
panique. Les fourmis crient, les bébés pleurent. Et Glu-Glu gémit. Je le savais, on va finir en soupe de bête. Stélie prit une grande inspiration. Elle retourna seule dans le tunnel inondé. L'eau lui montait jusqu'aux genoux. La boue collait. Les gouttes tombaient comme des pierres. Elle poussa la brindille. Elle tira. Elle glissa. Elle tomba sur les fesses. Aïe! Fichue branche têtue! Elle se releva, prit appui sur ses bottes miniatures et poussa de toutes ses forces. Crac! La brindille roula sur le côté. L'eau s'engouffra, puis s'arrêta. Le tunnel était libre, l'air était plus sec, et tout le monde se remit à courir. « On est sauvés !» crie la générale. « Vive Stélie la dégourdie !»« Vive toi !» cria Pic-Pic. « Vive tes bottes !» ajouta Glu-Glu. « Vive les biscuits !» lança le papillon. Stélie sourit, crottée, trempée, mais fière. Et le nid de zigzag était sain et sauf. Le soleil perçait enfin les nuages. Les gouttes s'évaporaient en paillettes. Le nid de zigzag brillait, propre, sec et tout joyeux. Les fourmis dansaient sur des pistils, les coccinelles chantaient à tue-tête. Même Bidouzia tapait du pied en marmonnant. C'est pas mauvais la musique, quand c'est pas fort. Stélie s'assit sur une pierre tiède. Ah, j'ai jamais été aussi bien, même pas dans mon lit à oreiller nuage. La générale formidable s'approcha, solennelle. Stélie la brindillette, tu es désormais amie officielle des fourmis. Voilà ton titre. Voilà ta miette. Elle lui tendit une miette brillante comme une pierre précieuse. Stélie la rangea dans sa poche, le cœur tout chaud. Mais soudain, un bourdonnement dans l'air. C'est quoi ce demanda Glu. Une lumière blanche, douce, un peu floue. Et hop! Stélie redevint grande, pas géante, juste elle, taille normale. Elle ouvrit les yeux. Elle était allongée dans le potager, les mains pleines de terre, les genoux tout crottés. Et devant elle, sa maman, en robe de chambre, bras croisés. « Stélie, tu dors dans les carottes ?»« J'ai aidé les fourmis, avec Pic-Pic, Glu-Glu et même Bidouzia. » Sa maman la regarda en silence, puis soupira. « Ah, viens, tu vas prendre un bain et une tartine. » Mais Stélie, elle, serra la poche de son pull. La miette était là, vraie, pas rêvée. Et tous les jours, après l'école, elle allait parler aux fourmis près de la souche. Elle construisait des cabanes pour les escargots. Elle laissait des miettes derrière les pots. Elle plantait des graines sans faire exprès. Et chaque soir, en fermant les yeux, elle murmurait. « Bonne nuit, nid de zigzag !» Et dans la terre, une antenne frémissait.
Ce matin-là, la rosée brillait comme des perles sur les brins d'herbe. Le ciel bâillait encore, tout bleu pâle. Et dans le jardin, ça glissait, ça rampait, ça bavait. C'était la famille escargot en balade. Papa devant, Pépé cornichon derrière, et au milieu, le petit Mathis tout excité. « Attendez-moi !» Glou-glou et Mathis qui allaient toujours en zigzag. Ils touchaient tout, reniflaient les trèfles, bavaient sur les coquelicots et chatouillaient les fourmis avec ses cornes. Ils trouvaient ça drôlement rigolo d'être lents. Quand on prend le temps, on découvre des secrets que les pressés ne voient jamais. Mais pendant qu'il tournicotait, sa famille, elle, avançait. Lentement, mais sûrement. Et puis, plus un bruit, plus un glou-glou, plus un baveux à l'horizon. Mathis leva les yeux. L'herbe était plus haute que lui, comme une forêt géante. Il tourna la tête à droite. Personne. À gauche, toujours personne. « Maman! Papa! » Pas de réponse. Pas même un de bave ou un de brindille. Mathis sentit son ventre gargouiller de panique. Son cœur faisait boum, boum dans sa coquille. Ses cornes tremblaient. Je suis perdu? Tout seul? Il rentra dans sa coquille d'un coup sec, comme un couvercle de casserole. Tout devenait sombre dedans, et ça sentait la peur. Un petit escargot, minuscule dans une jungle d'herbes géantes, personne ne l'avait vu se détacher, personne ne l'attendait plus. Mais au loin, une lumière jaune clignotait dans la verdure. Une luciole qui semblait danser, là, juste pour lui. Mathis n'osait plus sortir de sa coquille. Il entendait le vent souffler dans les herbes. Chut. Il entendait son cœur taper. Boum, 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 boum. Il entendait aussi rien du tout. Et ça, c'était le plus effrayant. Je veux rester là pour toujours, marmonna-t-il dans sa coquille sombre. Et il renifla. Une petite larme fit sur le sol. Mais voilà que la lumière jaune s'approchait, toute douce, toute chaude. Une luciole flottait juste devant lui. Tac, tac, siffla-t-elle en cognant sa lumière sur la coquille. Ah! Fit Mathis en sursautant. Il sortit timidement un œil, puis une corne, puis deux, puis tout lui. « T'es pas si seul, petit baveux !» dit la luciole. « Moi, je suis Lima, éclaireuse des hautes herbes. Il y en a plein d'autres ici, tu sais. On t'a vu pleurer. On est là, nous.
Mathis écarquilla les yeux. Et là, il vit une fourmi pressée qui portait une graine, un criquet qui chantait en sautillant, un papillon qui tournoyait comme une feuille d'or. « Vous êtes tous là? Et vous m'aviez vu? » ?»« Bien sûr !» rigola Lima. « On voit tout d'en haut, mais faut que t'oses regarder. » Alors Mathis inspira, secoua ses cornes et leva la tête. L'herbe semblait moins grande, l'air un peu plus doux. « D'accord, » dit-il. « J'ai encore peur, mais je vais avancer. » Et tout doucement, clac, 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 il se remit à baver vers l'avant. Tout seul? Non, pas vraiment. Mathis avançait, lentement bien sûr, mais sûrement. Lima la luciole volait au-dessus de lui comme une mini-lanterne. Les hautes herbes bruissaient, le sol craquait. Tout était vert, grand et bizarre. « C'est trop calme, » marmonna-t-il. « Bien trop calme. » Tout à coup, un crac derrière lui. Mathis s'arrêta net, puis un zouch sur sa gauche. Et là, une ombre, grande, velue, avec des yeux. « Au secours !» hurla Mathis. En escargot, ça fait plutôt « Il recula, glissa, se retourna, rentra ses cornes à toute vitesse. Peur totale, panique intersidérale. Mais rien ne bougeait. Pas un monstre, pas un croque-escargot. Lima s'approcha doucement. « Mathis, regarde bien, c'était juste un criquet enrhumé. Il a éternué dans une feuille et son ombre a joué des tours. » Mathis sortit un œil, puis un deuxième. Et là, il vit le criquet se moucher dans un pétale de marguerite. Ah, j'ai eu une trouille de limaces. C'est normal d'avoir peur, mais souvent, c'est ton imagination qui fait des grimaces. Mathis soupira. Ah. Puis rigola. Je me suis roulé dans la boue pour un éternuement. Il se remit à marcher. Cette fois-ci, il chantonnait dans sa tête. Quand t'as peur d'un monstre caché, regarde bien, car c'est peut-être un copain enrhumé. La 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 la. Et ses cornes, toutes tremblotantes, se redressèrent un peu plus haut. La nuit tombait, ou peut-être que c'était juste un nuage. Dans les hautes herbes, tout devenait flou, lourd, mouillé. Mathis traînait la coquille. Il n'avait plus envie de rigoler. Ses cornes pendaient, sa bave faisait des zigzags fatigués. « Je ne vais jamais les retrouver, » marmonna-t-il. « Ils sont partis sans moi, ils m'ont sûrement oublié. » Et là, plouf, un faux pas, une flaque, un splotch, gluant tout froid.
Mathis était tombé dans un petit marécage, un bourbier de boue, de mousse et de feuilles trempées. Il gigota, patouilla, s'enfonça jusqu'au menton. « C'est fini !» sanglota-t-il. « Je suis trop petit, trop lent, trop nul !» Mais soudain, clac, 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 une voix coassa. « T'es surtout trop râleur. On n'arrive jamais à nager quand on boude. » Une grenouille énorme, verte comme un cornichon, sauta devant lui. « Tu t'appelles comment, Minus à cornes ?»« Mathis. » Ben écoute, Mathis, si t'es tombé, c'est que t'es en chemin. Et si t'es en chemin, c'est que t'avances. Et ça, c'est drôlement courageux pour un baveux. Mathis ouvrit grand ses yeux. Tu crois? Je sais pas, je suis qu'une grenouille. Mais j'ai pas vu beaucoup d'escargots traverser mon marécage. Alors Mathis inspira fort. Il glissa, poussa, grimpa et sortit de la boue, un peu sale, mais debout. Enfin, escargot debout. Merci, mademoiselle Grenouille. Appelle-moi Tétasse. Et bon vent, Minus. Tu peux le faire. Mathis sourit. Ses doutes bavaient encore un peu, mais dans sa coquille, un petit courage nouveau avait commencé à frétiller. Après la boue et les de Tétasse la grenouille, Mathis avançait plus droit, plus lent, mais plus fort. Il n'avait plus peur, il n'avait plus honte, il avait juste envie de retrouver les siens. Et soudain, son œil gauche se plissa. « Minute baveuse, c'est pas une trace, ça ?» Sur une pierre plate, une fine ligne brillante zigzaguait doucement au soleil. « Une bave d'escargot !» s'écria Mathis. « Pas la sienne, non, celle de maman. » Mathis reconnut tout de suite sa façon de glisser en bouclette. Et un peu plus loin, il trouva une feuille de trèfle trouée en forme de cœur. « Papa l'a croquée celle-là, j'en suis sûre. » Chaque pas, chaque petit objet devenait un indice, un souvenir. Une brindille mâchouillée, c'était Pépé Cornichon qui mâchonne tout ce qui le trouve. Une odeur de lavande, c'est le parfum de maman quand elle chante. Et là, tout là-bas, un gros caillou familier. Mathis grimpa dessus, lentement, prudemment. Il inspira fort. « Je viens vous trouver !» hurla-t-il aussi fort qu'un escargot peut. Le vent souffla, le silence répondit. Puis, une petite bave brillante s'illumina au loin. Et un écho. « Mathis !» Mathis eut le cœur qui tambourinait dans sa coquille. Il était sur le bon chemin. Il le sentait. Il ne savait pas encore où il était, ni comment les rejoindre. Mais il savait qu'il n'était plus perdu. Et parfois, ça suffit pour que tout devienne plus lumineux.
Mathis! La voix résonnait tout doucement dans la jungle des herbes. Mathis redressa les cornes. Il en tremblait d'émotion. « C'est maman !» souffla-t-il. « Je l'ai entendue. Et là, une lumière, une forme, une coquille brillante. Puis une autre, et une autre. » Et soudain... « Mathis !» Une bave fusée, un cri d'amour, un roulé-boulé de coquilles. C'était papa, maman et Pépé Cornichon. Ils avaient les yeux pleins de larmes et les cœurs qui débordaient de joie. « On t'a cherché partout. On avait peur que tu sois tout seul. » « Tu n'as rien? Tu es entier? T'as pas fondu ?» Mathis bavait de bonheur. Il riait, il pleurait, il reniflait. Et puis, il raconta tout. Les herbes géantes, la peur, Lime à la luciole, Tétasse la grenouille, le marécage et les indices. « Tu es notre petit héros », dit maman en lui collant un bisou sur la coquille. La lune brillait au-dessus d'eux comme une grosse veilleuse dans le ciel. Ils s'abritèrent sous une grande feuille en forme de parapluie. Tout était calme, doux, chaud. Et Mathis se blottit contre les siens. « J'ai eu peur, » dit-il. « Mais maintenant, je suis drôlement fier. » Pépé Cornichon fit un clin d'œil. « Moi, je me suis perdu 3 fois à ton âge. Mais j'avais jamais traversé un marécage gluant. Toi, t'es un vrai aventurier. » Et cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait en bavant doucement, Mathis rêva qu'il était le plus grand explorateur escargot de tous les temps. Et dans sa coquille, le courage brillait comme un petit soleil. Il faisait chaud chez mamie, trop chaud pour faire la sieste. Oran tournait, roulait, tapait du pied. « Je m'ennuie, je veux une aventure !» Mamie a levé les yeux de son tricot. « Une aventure ? Grimpe donc au grenier. Mais attention aux toiles d'araignée. » Oran a grimpé l'escalier en colimaçon. Chaque marche grinçait comme un vieux chat enrhumé. Coué, coué, tac. Le grenier sentait la poussière, la lavande et un peu la vieille valise. Des cartons empilés, des chapeaux rigolos, des livres qui sentaient le temps. Et, tout au fond, une malle en bois avec un cadenas rouillé. Oran a tiré. Clac! Le cadenas s'est cassé comme un biscuit trop sec. À l'intérieur, des lettres, des foulards, une poupée sans bras et, au fond du fond, un chat en peluche. Tout râpé, une oreille en travers, une couture qui pendouillait. « Oh, t'es moche, toi !» Elle l'a pris dans ses bras pour rigoler. Et là, le chat a ronronné, tout doucement,
comme un petit moteur magique. Hein? A fait Oran, les yeux écarquillés. Les moustaches du chat ont frémilli. Ses yeux cousus se sont entr'ouverts. Bonjour, je suis Chami, chat boussole, pour te servir. Oran a bondi en arrière. Un chat qui parle? Un chat qui voyage. Serre-moi fort et je t'emmène loin d'ici. Oran n'a pas hésité. Elle l'a serré tout contre son cœur. Un souffle chaud a rempli le grenier. Les murs ont tourné. Les cartons se sont envolés comme des feuilles d'automne. Et hop! Plus de grenier. Juste du sable, du soleil et des chats sur les toits. Oran ouvrit les yeux tout ronds. Autour d'elle, c'était le désert. Un vent chaud soufflait sur ses joues. Le sol brillait comme du caramel doré. Au loin, une ville aux toits plats scintillait sous le soleil. Des murs couleur miel, des dômes ronds, des minarets qui montaient tout droit dans le ciel. Où on est, Chami? Murmura Oran. Le chat boussole sauta sur ses pieds. Bienvenue à Fès, au Maroc. C'est l'heure du thé à la menthe et des chats perchés. Un chat noir, tout rond et moustachu, descendit d'un toit en dansant. Salam alaikum, miaula-t-il joyeusement. je m'appelle Sultan, chef des chats du souk. Oran rit. Il parle vraiment? Bien sûr. Ici, les chats sont bavards et les enfants sont les bienvenus, dit Chami. Sultan les guida dans une ruelle étroite. Des tapis aux 1000 couleurs pendaient au balcon. Des épices en pyramide embaumaient l'air. Cannelle, curcuma, gingembre. Des marchands souriants vendaient des babouches, des tagines, des théières ciselées. Oran ouvrit grand les yeux. Tout brillait, tout sentait bon, tout dansait. « Regardez là-bas !» s'exclama Sultan. Un stand plein de pâtisseries dorées. Oran goûta une corne de gazelle. C'était sucré, parfumé, fondant, comme un rêve d'amande. Des chats sautaient de toit en toit, jouant à chat perché avec les enfants. Un vieux matou dessinait des calligraphies avec sa queue dans la poussière. Chami se roula en boule sur un coussin moelleux. Ici, le temps prend son temps. Oran s'assit à ses côtés, les joues roses, le cœur doux. Elle se sentait si bien. Elle se sentait chez elle, même loin. Un souffle léger, un tourbillon doux comme un secret. Oran serra Chami dans ses bras. Le souk s'effaça et hop! Elle atterrit dans un jardin tout rose. Des arbres fins, aux branches pleines de fleurs, dansaient dans le vent. Des pétales tombaient comme de la neige en sucre. Où on est, Chami? C'est tout beau ici. C'est le Japon, Oran. Et ces arbres-là, ce sont des cerisiers en fleurs. Un petit chat blanc, avec un nœud rouge autour du cou, s'approcha.
Il s'inclina doucement. Konnichiwa, je suis Yuki. Bienvenue à Kyoto. Oran s'inclina aussi, comme lui. Enchanté, Yuki. Ils marchèrent ensemble dans les allées tranquilles du jardin. Il y avait des lanternes accrochées aux branches, des petits ponts rouges et un étang où nageaient des carpes oranges. L'air sentait le thé vert et les fleurs fraîches. Viens, on va au temple des chats. Miaula Yuki. Le temple était tout en bas, paisible, posé comme un sourire. Des chats s'y reposaient, alignés comme des statues. D'autres méditaient, les yeux fermés. Oran s'assit, elle aussi. Tout doucement, elle sentait son cœur battre moins vite, comme si tout ici lui disait « Respire ». Une dame en kimono leur apporta des mochis tout ronds à la pâte de haricots doux. Oran croqua dedans. Tout fondit. C'était étrange et délicieux. Ici, on apprend la patience, la douceur, le silence. Souffla Yuki. Chami ronronna. Oran ferma les yeux. Les pétales tournaient autour d'elle. Elle ne voulait plus parler, juste écouter. Quand Oran rouvrit les yeux, le Japon avait disparu. À la place, le sol était pavé de pierres lisses, un peu tordues, un peu chaudes. Autour d'elle, des murs en terre rouge s'élançaient vers le ciel. Des volets en bois, des portes sculptées, des balcons tressés. « On est encore au Maroc ?» chuchota-t-elle. Chami hocha la tête. Mais pas n'importe où. Bienvenue dans la Médina, le cœur ancien de la ville. Un chat tigré surgit d'une ruelle. Il portait un petit sac en bandoulière. « Suivez-moi! Je suis Momo, livreur de tagine, mais aussi guide officiel des petits humains curieux. » Oran éclata de rire. Un guide chat? Bien sûr! Les chats de la Médina savent tout! Ils zigzaguèrent dans un labyrinthe de ruelles. Des enfants jouaient au ballon. Des femmes cousaient sur des marches. Des marchands vendaient des figues fraîches, du pain chaud, des fleurs d'oranger. Un chat aux yeux dorés dormait sur un coussin, juste devant une boutique de tissus. Oran le caressa. Il ne bougea pas, mais ronronna très fort. « Tu vois, ici les chats appartiennent à tout le monde !» expliqua Momo. « Personne ne les possède. On les respecte, on les nourrit, on les aime. » Oran resta un moment à observer les gens, les chats, les sourires. Tout allait lentement, doucement. Il faisait chaud, mais c'était une chaleur gentille. Chami se posa près d'un bol de couscous fumant. Tu sens ça, Oran? La tendresse dans l'air, la douceur dans les gestes. Elle hocha la tête. Son cœur battait fort. Pas de peur, non. De joie. Ce soir-là, Oran n'avait pas envie de bouger. Pas de Japon, pas de Maroc. Même Chami ronronnait tout doucement, comme une chanson triste. Tu veux aller où?
demanda-t-il, les moustaches fatiguées. Oran haussa les épaules. Je sais pas. J'ai un drôle de truc dans le cœur. Comme une boule. Chami sauta dans ses bras. Alors c'est là qu'on va. Mais cette fois, pas de ville, pas de chat rigolo, pas de parfum d'épices. Oran ouvrit grand les yeux et... elle était dans un endroit étrange. Un ciel bleu nuit avec des étoiles qui flottaient. Un sol doux comme une couverture. Des bulles dans l'air, des souvenirs qui passaient en silence. Elle vit son doudou tomber dans la boue. Elle vit mamie lui sourire quand elle avait eu peur de l'orage. Elle vit un gâteau d'anniversaire et une grosse colère jetée dans un coin. « C'est quoi ici ?» chuchota-t-elle. Chami sauta dans une bulle. C'est ton dedans, Oran. C'est ton cœur, ta tête, ton monde à toi. Il est beau, hein? Oran avança à pas lents. Elle toucha une lumière dorée. Elle sentit une larme douce rouler sur sa joue. Pas une larme triste. Une larme de tout. Elle s'assit sur une lune en mousse. J'ai le cœur plein. Plein de tout ce que j'ai vu, senti, appris. Chami frotta sa tête contre elle. Et maintenant? Demanda-t-il. Oran regarda les étoiles. Maintenant, je rentre. Mais je n'oublie rien. Oran rouvrit les yeux. Elle était dans le grenier de mamie. La poussière dansait dans les rayons du soleil. Les vieux cartons étaient toujours là. Mais son cœur, lui, avait changé. Elle caressa Chami, qui ronronnait dans ses bras. Merci, mon chat magique. C'était beau, très beau. Chami releva la tête. Tu sais, mon voyage continue, mais pas forcément avec toi. Oran sursauta. Quoi? Tu t'en vas? Chami pencha la tête, tout doux. Tu as tout compris, petite exploratrice. Maintenant, c'est à toi de partager. Oran resta silencieuse. Son cœur piquait un peu. Mais dedans, il faisait chaud quand même. Elle descendit du grenier, le chat serré contre elle. Dans le salon, sa petite cousine Léonie jouait par terre, les joues roses. Oran s'agenouilla. « Tu veux un secret? Un vrai? » Léonie cligna des yeux. « Oui. » Elle lui tendit Chami. « Ce chat voyage, mais faut le serrer fort et rêver grand. » Léonie le prit, curieuse. Ses yeux s'illuminèrent. Oran monta dans sa chambre. Elle sortit ses crayons, papier, bout de tissu. Elle dessina le souk, le jardin japonais, le pays du dedans. Elle accrocha une grande carte du monde sur le mur, avec des gommettes en forme de chat. « Chaque câlin, un nouveau voyage. » murmura-t-elle. Et pendant que Léonie volait loin dans ses rêves, Oran devint conteuse, pour que chaque enfant
même sans partir, découvre le monde avec le cœur grand ouvert. Dans la chambre d'Arthur, tout était calme, trop calme. La veilleuse en forme d'étoile clignotait doucement, projetant sur le mur des ombres dansantes. Le doudou lapin était blotti contre lui, tout doux, tout chaud. Mais malgré tout ça, Arthur n'arrivait pas à fermer les yeux. Il écoutait le bruit du vent contre les volets, un grincement, là, sous le lit, et ce boum bizarre venu du couloir. Arthur avala sa salive. Il tira la couette jusqu'à son menton, ses petits doigts tremblants agrippés au tissu. Dans son cœur, ça battait fort comme un tambour. Boum boum, boum boum, boum boum. Il se retourna vers Lapin. « T'as entendu ?» chuchota-t-il. Lapin ne répondit pas, évidemment. C'était un doudou, un vrai, avec une oreille tordue et un sourire cousu de travers. Mais ce soir-là, quelque chose changea. « Moi aussi j'ai un peu peur. » murmura une toute petite voix douce. Arthur sursauta. Il regarda autour de lui. « C'est toi, Lapin ?» Le doudou cligna, ou du moins, Arthur crut le voir. « C'est le noir qui fait bon. Il vient quand les pensées font trop de bruit. » Arthur s'assit dans son lit, les yeux écarquillés. « Mais comment on les chasse ?» Lapin sourit. « Avec du courage et de l'imagination. » Le plafond de la chambre semblait devenir plus grand, plus profond, comme s'il s'ouvrait sur un ciel étoilé. Arthur sentit son cœur ralentir un peu. « Tu crois que, moi, je pourrais être un super-héros ?» demanda-t-il. Lapin hocha la tête. « Tu l'es déjà. Il suffit de le croire. » Arthur ferma les yeux, doucement. Il ne savait pas encore, mais l'aventure ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil entra en dansant dans la chambre d'Arthur. Les rideaux frémirent comme des ailes de papillon, et les poussières dorées flottaient dans l'air comme des lucioles. Arthur s'étira, frotta ses yeux et regarda son doudou. Lapin n'avait pas bougé, toujours son sourire cousu, toujours son oreille tordue. Alors, j'ai rêvé, pensa Arthur. Mais dans son cœur, une chaleur nouvelle brillait. En se levant, il enfila son pyjama de la patte patrouille, celui avec la cape cousue dans le dos. Puis, il farfouilla dans le tiroir à foulard de papa et trouva une vieille écharpe rouge. Il la noua autour de son cou. « Voilà, je suis prêt !» Dans la cuisine, maman touillait un chocolat chaud en fredonnant. Arthur entra d'un pas décidé, son écharpe flottant derrière lui.
Bonjour mon cœur. Tu es bien pressé ce matin? Arthur bomba le torse. Je suis Super Arthur. Je chasse les ombres et protège les gens. Maman sourit, amusée. Oh, quel héros! Et tu veux du pain grillé pour gagner de la force? Arthur hocha la tête, mais au moment de s'asseoir, il vit l'ombre sous la table. Une forme noire, floue, qui lui rappela un peu trop le noir qui fait boum. Son cœur fit pouc dans sa poitrine. Il resta figé, les jambes tremblantes. Maman fronça les sourcils. Arthur! Arthur murmura. Le noir est là, sous la table. Maman s'agenouilla à côté de lui. Viens, je te montre. Elle souleva doucement la nappe. Juste les pieds des chaises. Pas de monstre. Juste un peu d'ombre et un vieux bout de crayon. Arthur souffla. Un peu honteux, un peu soulagé. Même les super-héros ont parfois peur, dit maman. Arthur regarda son écharpe rouge. Oui, mais il continue quand même. Et ce matin-là, il décida qu'il allait devenir un vrai super-héros. Ce jour-là, le ciel s'était couvert. De gros nuages gris comme du coton sale roulaient au-dessus de la ville. Le vent faisait siffler les branches et les feuilles sautaient partout dans le jardin comme des petits monstres. Arthur regardait par la fenêtre avec son doudou dans les bras. Il tenait toujours son écharpe rouge autour du cou. Ah tiens, on dirait qu'un orage se prépare, dit papa en fermant la porte-fenêtre. Arthur hocha la tête, grave. Une mission se prépare aussi. Il enfila ses bottes, son ciré jaune, et descendit dans le jardin en courant. Au fond, près du cerisier, il y avait la cabane. Elle était un peu penchée, un peu tremblante, construite avec des planches, des coussins et une vieille nappe à fleurs. Mais pour Arthur, c'était son QG secret, son repère de super-héros. Le vent soufflait plus fort maintenant. Des gouttes froides piquaient sa joue. Dans la cabane, il entendit un gémissement, très léger. « Qui est là ?» chuchota-t-il. Il entra doucement. Une boule de poils trempée et frissonnante était roulée dans un coin. Un petit chat noir, avec les yeux verts comme des billes de verre. Arthur s'agenouilla. « T'as peur toi aussi ?» demanda-t-il doucement. Le chat miaula tristement. Miaou. Arthur sentit son cœur battre fort. Ce n'était pas de la peur cette fois. C'était du courage. Celui qui pousse à tendre la main. Il ôta son écharpe rouge et la posa doucement sur le chat. « Tu veux être un super-héros toi aussi? On se protège, d'accord ?» Le chat frotta sa tête contre la main d'Arthur. Une sorte de pacte silencieux dans la tempête. Et ce jour-là, pendant que le vent grondait dehors, Arthur comprit qu'un vrai héros, c'est quelqu'un qui pense aux autres, même quand lui aussi a un peu peur. L'orage s'était calmé.
Le jardin était mouillé, plein de flaques, et les escargots faisaient la course sur les pavés. Arthur avait passé la fin d'après-midi à sécher le petit chat, qu'il avait nommé Zéphyr, comme le vent qui souffle, mais ne fait pas peur. En rentrant, maman poussa un cri. « Arthur, tu es tout trempé !» Il avait les joues rouges, les genoux boueux et le cœur qui battait encore vite. « J'ai sauvé un chat de la tempête. Il s'appelle Zéphyr. Il avait peur, comme moi hier soir. » Papa attrapa une serviette chaude et lui frotta les cheveux en souriant. « Tu es un vrai héros, mon grand. » Arthur rougit. Il ne dit rien. Mais à l'intérieur, il était fier. Comme un feu de cheminée qui crépite doucement. Le soir arriva, et avec lui, une nouvelle mission. Maman avait préparé un apéritif pour les invités. Le salon était rempli de coussins, de verres pleins de jus de pomme, de petits gâteaux. Mais au milieu de tout ça, Zéphyr, curieux comme un explorateur, grimpa sur la table basse. Et là, crac! Le plateau vacilla, un verre se renversa et le jus de pomme coula jusqu'au tapis en formant une rivière dorée. Zéphyr sauta en bas, les moustaches en l'air. Arthur se figea. Son cœur se serra très fort. Il avait amené le chat. Il avait tout gâché. Il chercha Lapin du regard, blotti sur le canapé. Il s'approcha doucement, serra son doudou fort contre lui. « C'est moi qui ai ramené Zéphyr, » murmura-t-il à maman. Elle le regarda, un peu surprise, mais elle ne cria pas. « C'est bien de le dire, Arthur. Ce n'est qu'un tapis. Et Zéphyr avait besoin de toi. » Arthur sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. De la peur qui devenait du soulagement. Être un héros parfois, c'est dire la vérité, même quand on a peur de se faire gronder. La nuit tomba, tranquille et douce. Le vent s'était endormi. Le jardin brillait de mille perles d'eau, et la lune ronde éclairait la chambre d'Arthur comme une veilleuse géante. Arthur était dans son lit. Zéphyr roulait en boule aux pieds, Lapin blotti sous son bras. Il aurait pu dormir. Il aurait dû. Mais quelque chose tournait dans sa tête. Et si Zéphyr avait encore peur? Et si le noir qui fait boum revenait cette nuit? Il se leva doucement, enfilut sa cape en polaire et ouvrit la porte de sa chambre en silence. Le couloir était sombre, silencieux, sauf ce tac, tac, régulier, celui de l'horloge du salon, comme un battement de cœur géant. Arthur marcha sur la pointe des pieds, doudou à la main. Chaque ombre lui faisait dresser les poils des bras. Le miroir, la plante, la forme du manteau accroché. Tout semblait vivant. Mais il serra Lapin très fort. « J'ai peur, mais j'y vais quand même, » chuchota-t-il. « Comme un vrai super-héros. » Il arriva dans le salon. La lampe oubliée laissait une lumière orange sur les coussins. Zéphyr releva la tête, surpris. Arthur s'accroupit. «
Tout va bien, mon copain. Je suis là. Le petit chat cligna lentement des yeux, rassuré. Il se frotta contre Arthur et ronronna. Arthur soupira. Son ventre se détendit. Il n'avait pas fui. Il n'avait pas pleuré. Il avait traversé le noir. Et il avait trouvé la paix. Il remonta dans sa chambre avec Zéphyr sous le bras, son doudou dans l'autre. Il grimpa dans le lit, se glissa sous les draps et murmura. « Tu vois, lapin, ce soir, j'ai vraiment été un héros. » Lapin ne répondit pas, mais son oreille tordue souriait presque. Le matin était clair, presque doré. Un de ces matins où tout semble sourire. Arthur ouvrit les yeux lentement. Zéphyr ronronnait déjà sur son oreiller, tout chaud, tout doux. Lapin était tombé entre les draps, la tête en bas, comme s'il avait fait un rêve trop grand pour lui. Arthur s'étira comme un chat et se redressa. Il se sentait différent. Il sauta du lit et regarda son reflet dans le miroir de la commode. Il s'approcha, sérieux. « Bonjour, Super Arthur. » Son reflet lui fit un clin d'œil. Il sourit. Dans la cuisine, maman préparait les tartines. « Tu as bien dormi, mon petit cœur ?» Arthur hocha la tête. J'ai même été en mission, une vraie, dans le noir. Et j'ai eu un peu peur, mais pas assez pour reculer. Papa releva les yeux du journal. « C'est ça être courageux, tu sais. Ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est avancer quand même. » Arthur prit une grande bouchée de pain grillé. « Est-ce que ça veut dire que maintenant, je suis vraiment un super-héros ? » Maman sourit doucement. « Tu l'as toujours été, mais maintenant, tu le sais. » Le reste de la journée passa comme une course joyeuse. Arthur construisit un nouveau quartier pour Zéphyr en coussin, inventa des badges de bravoure pour Lapin, et même fabriqua un masque de héros avec une boîte à chaussures. Et le soir venu, dans son lit, il murmura. « Bonne nuit, Lapin. Bonne nuit, Zéphyr. Bonne nuit, courage. » La lumière s'éteignit doucement. Dans le silence, sous les couvertures, une petite lumière brillait, juste là, au creux du cœur d'Arthur. Une lumière qu'aucune ombre ne pourrait jamais éteindre. L'histoire est à présent terminée, les enfants. J'espère qu'elle t'a plu, Arthur. Et maintenant, c'est l'heure de se coucher. Hop, 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 on ferme les yeux. Bonne nuit.